Claude Caron, vous êtes étudiant en service social. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous servez de la magnétothèque? Je m'en sers depuis qu'elle existe, c'est-à-dire il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous venez chercher comme genre de documents ici? Oh, à peu près tous les genres, sauf ceux qui sont plus reliés spécifiquement en quoi j'étudie, en service social évidemment. Tous ces genres de volumes-là. À ce moment-là, j'ai mal ici. Et comment est-ce que vous procédez pour trouver ces choses-là à votre disposition? Est-ce que ce sont des commandes très spécifiques que vous faites à la magnétothèque? Ben, je pense que c'est d'une façon oui, parce que c'est des volumes que j'ai besoin et comme chaque étudiant a ses besoins de ses volumes particuliers selon ce qu'il étudie, je prends par exemple dans une librairie quelconque et j'achète des volumes. Je les mets ici, je les 2 copies, ils me retournent eux autres une copie, ils m'en paient une et ils me retournent une copie avec des cassettes du livre enregistré. Est-ce que vous trouvez ça plus commode pour le genre de travail que vous faites, le genre d'études que vous faites, Oh, que certainement. des copies en braille, par exemple? Oui, je trouve ça plus commode pour moi parce que ce qui arrive, c'est que l'enregistrement avec la machine que j'ai, je peux lire quand même très rapidement. Et le braille, mais je peux pas lire rapidement, premièrement. Et deuxièmement, c'est plus facile pour moi de traîner, d'amener à l'école ou partout où j'ai besoin d'aller, une petite enregistreuse avec des cassettes, 3 ou 4 cassettes, ça prend pas tellement de place. Tandis que des volumes braille, si je pense à des volumes que je vais lire de 300 pages, les retransmettre en braille, ça serait très gros. Il y a aussi la question de temps. C'est pas n'importe qui peut retranscrire ça en braille. Il faut connaître le braille et tout. Et vous avez un besoin souvent urgent de tel ou tel livre. Ben, Alors qu'il faudrait ça. attendre C'est longtemps ça. avant qu'il soit recopié. C'est ça. L'appareil, l'enregistreuse, vous vous l'êtes procuré comment? Moi, je l'ai acheté par l'Institut des aveugles, là. Mais je pense qu'on peut s'en procurer à différents endroits, là, Mais ça veut dire spécifiquement aux aveugles. de l'argent à débourser pour vous. Oui, ça a été de l'argent déboursé pour l'achat de l'appareil comme tel, oui, mais pas pour les cassettes d'ici l'enregistrement. Je n'ai pas eu d'argent à débourser. Tout ce qui vient de la magnétothèque est parfaitement gratuit. Oui, mais on achète une copie, mais je pense que même si j'étais un étudiant voyant, je devrais acheter une copie, mon volume partout. Et donc vous achetez le livre, mais c'est tout. C'est ça. Je n'achète 2, mais ils m'en repaient un. Ça fait qu'à ce moment-là, ça me coûte juste le prix d'un volume. Les cassettes, ben, quand j'ai fini de lire le livre, je les retourne. Oui, c'est un prêt. Hein? C'est un prêt, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que généralement vous entendez, la façon dont les choses sont lues? J'avoue que jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas été donné de faire une lecture que j'ai trouvée mauvaise. C'est très bien habituellement, oui. Même lorsqu'il n'est jamais prononcé, guillemets, des enfants, des petits-enfants, des enfants magnifiques, fin de guillemets. Contrairement aux phonogrammes, avec leurs variantes positionnelles, ces signes ne peuvent être utilisés que de façon intermittente et localisée, ce qui restreint d'autant leur valeur fonctionnelle. Plus loin, l'article explicite... Il y a une erreur, il faut arrêter. D'accord? On a oublié les guillemets. On n'a pas fermé les guillemets. D'accord. Généralement, il y a 2 personnes qui se relaient pour lire un livre. Est-ce que vous trouvez ça difficile de passer d'une voix à l'autre? Absolument pas. Pas du tout, parce que le 3 quarts du temps, c'est des personnes le 3 quarts du temps, la majorité, c'est des personnes qui lisent quand même bien, sont choisies, et par le fait même, comme c'est des personnes qui lisent bien, on s'habitue très vite, et comme déjà on l'écoute à vitesse rapide, variable, on voit pas tellement la différence. On se rend compte, oui, mais c'est pas comme de tomber à une personne qui lit bien, et après ça, une personne qui lit mal. C'est toujours des personnes qui lisent quand même très bien. Maintenant, je me pose une question, si vous avez besoin de revenir sur un passage plus particulièrement difficile ou qui vous intéresse davantage, comment est-ce que vous pouvez vous y retrouver dans tout ce fatras de mots enregistrés? Bon, d'abord, l'appareil que j'ai, l'enregistreuse, ça peut émettre un signal sonore à vitesse variable, vitesse rapide. Lorsqu'on revient ou qu'on avance plus vite, il y a un signal sonore qui se fait entendre. Et on sait, un signal sonore, c'est à chaque page, un signal, ou 2 lorsque c'est des chapitres. Et la table des matières est enregistrée généralement au début du livre, sur la première cassette. Ce qui fait que si j'ai besoin du chapitre 9, par exemple, j'écoute la table des matières, ils me disent qu'est-ce qu'il y a au chapitre 9, et ils disent la piste,
À ce moment-là, ben, je regarde la piste, je fais la piste, puis je fais le signal. Je fais tourner vite, et lorsque le signal sonore arrive, ben, je viens qu'à écouter. Ça fait pi, j'écoute, c'est le signal sonore page 225. C'est ça. Donc vous avez tous les repères qu'il vous faut pour rapidement retrouver ce qui vous intéresse. Oui, oui. Avec ce genre d'appareil-là, oui. Avec une enregistreuse conventionnelle, ça serait beaucoup plus compliqué parce qu'à un moment donné, tu ne sais pas si la page, si tu es au début de la page ou à la fin ou n'importe quoi, ça fait que tu es obligé d'y aller à l'à peu près. Mais avec cette enregistreuse, ben, avec le signal sonore, tu tombes tout de suite avec le numéro de page. C'est très rapide. Donc, Claude, si je comprends bien, vous êtes très satisfait de la magnétothèque. Absolument. Moi, oui. Ah oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, alors j'ai coupé après fonctionnel, donc D'accord. tu entres en disant fermer Fin les de guillemets. guillemets. D'accord? Fin de guillemets. Plus loin, Il y a une autre erreur, d'accord? Bon. On reprend exactement à la même place. André Lacaze, vous, ce n'est pas en tant qu'étudiant que vous venez chercher de la documentation à la magnétothèque, mais en tant que professionnel. Qu'est-ce que vous faites très exactement? Je suis programmeur sur les ordinateurs. Je travaille à la Sûreté du Québec. Et quel genre de documents est-ce que vous avez besoin? En fait, c'est de la documentation spécialisée, des publications de compagnies d'ordinateurs pour nous tenir au courant des nouvelles techniques de programmation, des nouveaux softwares, ces choses comme ça. La plupart de ces publications sont publiées en anglais, j'imagine. La plupart, oui. Alors, qu'est-ce qui se passait pour vous avant l'avènement de la magnétothèque? Avant, je devais demander à des gens qui étaient disponibles, qui n'étaient pas toujours bien habilités, mais qui étaient quand même consentants à me rendre le service, de me faire la lecture de ces documents-là. Et puis, bien souvent, la lecture n'était pas très précise dans la diction, et puis les accentuations n'étaient pas toujours aux bons endroits. Et maintenant, avec la sélection des lecteurs et tout ça, on a réellement une qualité de travail beaucoup plus professionnelle maintenant avec la magnétothèque. Mais dites-moi, pour la plupart d'entre nous, lire des publications pareilles, c'est du chinois, non? C'est ce qui arrive, c'est que les connaissances de la matière n'étant pas toujours tellement grandes de la part du lecteur, l'intérêt n'y est pas. Et puis, c'est ce qui rend la lecture difficile dans certains cas. Mais ici, la sélection est faite de sorte que les lecteurs savent justement lire correctement ces publications. Oui, puis bien, éventuellement, je ne les connais pas, ces lecteurs-là, mais ils sont probablement impliqués dans le métier ou d'une certaine façon, peut-être indirecte, là, mais dans le champ des ordinateurs. Alors à ce moment-là, on sent que la lecture est plus intéressée. D'accord? oui. Fin des guillemets. Plus loin, l'article explicite ainsi ce que recouvre ce terme nouveau de morphogramme. Guillemets, nous avons ce que l'on pourrait appeler une morphologie à éclipse. Les désinences apparaissent ou disparaissent à la finale suivant le jeu des liaisons, étroites ou larges, comme les liens entre les différents radicaux. Est-ce que vous auriez des suggestions à faire pour que le service soit encore meilleur ou enfin des remarques? Non, parce que je trouve que présentement, le service est plus qu'adéquat. Oui. Oui, ah oui. Donc Très vous bon. êtes satisfait, Je André? suis très satisfait. On espère toujours dans ces choses-là, quand on a quelque chose duquel on peut jouir comme ça, on espère toujours que ça va durer très longtemps. Madeleine Constantin, vous êtes bénévole à la magnétothèque depuis septembre dernier. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites très exactement ici? Oh, différentes choses. J'entraîne des bénévoles, je prépare des livres pour la lecture et à l'occasion, je suis lectrice comme Josée ou je suis monitrice, c'est-à-dire que je vois la technique lors de l'enregistrement d'un livre. On va passer à travers C'est ça. les différentes facettes de vos occupations, Oui, si vous d'accord. voulez bien. Monitrice, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord suivre d'une façon intégrale ce que lit la lectrice, parce que le lecteur ou la lectrice peuvent faire des erreurs, c'est sûr. C'est très facile de buter sur un mot, d'oublier un guillemet, une parenthèse, d'oublier une référence. Et alors à ce moment-là, il faut immédiatement couper à la machine là, et faire la correction qui s'ensuit. Oui, car il ne faut pas oublier que là, on a affaire la plupart du temps à des livres techniques.
donc Oui. présentant certaines difficultés. Oui, c'est un fait, c'est sûr, mais d'autant plus que la fatigue au cours d'une lecture même simple peut occasionner des erreurs. Et à ce moment-là, il faut voir à les corriger immédiatement. Et comme ce sont des outils de travail pour des étudiants ou des professionnels, il faut vraiment que la lecture soit parfaite, c'est bien ça, impeccable. oui. Bon, alors donc vous corrigez, vous surveillez au poste que vous occupez Oui. actuellement. Oui. Vous avez une petite machine là qui sert à quoi? Elle sert à imprimer des balises sonores sur la bande. Parce que l'aveugle, lui, lorsqu'il lit, n'a pas la chance de voir ses pages. Donc, il doit avoir Des repères. un repère, justement, afin de paginer. Et toutes les pages sont dites par le lecteur, et au moment où le lecteur dit page 12, admettons, à ce moment-là, nous faisons un signal qui est une balise sonore qui est enregistrée immédiatement sur la bande. Et lorsque l'étudiant veut se retrouver dans son livre, il compte la quantité de balises, il les entend bip, 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 il les compte, et là, il arrive à la page où il veut se retrouver dans son volume. Ça veut dire que tout au long de l'écoute d'un document, il entend ce bip bip ou c'est seulement... Non. Seulement quand il remet en vitesse arrière ou avant rapide, il peut à ce moment-là retracer ses différentes balises et se retrouver à la page qu'il veut trouver. Mais d'autre part, on fait aussi une balise double lorsqu'il s'agit des structures importantes d'un livre. Vous avez des sections, des parties, des chapitres. Et à ce moment-là, ce serait très long de retourner à la table des matières, de trouver une page et de compter tous ces différents bips, ces balises. Donc, nous mettons des balises doubles et ça lui fait un premier repère. S'il est au chapitre 4, il en compte 4 de ces balises doubles et ensuite il peut se retrouver avec ses pages. D'accord. Maintenant, est-ce que le moniteur, au cours de la séance d'enregistrement, devient lecteur à son tour ou... Oui, on peut inverser les rôles parce que lire longtemps, c'est fatigant et en général, les gens qui ont été entraînés ici peuvent faire les deux travaux. Donc, à ce moment-là, c'est assez... à moins d'être très spécialisé dans un domaine. Si vous arrivez avec un manuel qui traite de phonétique, par exemple, très précise, nous demanderons à un spécialiste en phonétique de venir faire cette lecture et à ce moment-là, c'est bien possible qu'il ne fasse que la lecture. Nous avons d'autres bénévoles qui viennent et qui ne sont que techniciens occasionnellement et ils nous dépannent bien dans ces moments-là. C'est ça. Alors, si on parlait justement du lecteur ou de la lectrice, ce sont des bénévoles qui finissent quand même par avoir une spécialité. Pas nécessairement, non. Vous pouvez faire de la lecture de type général, c'est-à-dire qu'un livre peut être, admettons, un livre de sciences politiques, et nous appelons ça de la lecture générale ici, parce que quelqu'un qui a lu beaucoup, qui a une certaine habileté à lire, peut très bien se débrouiller là-dedans. Les spécialistes, en général, ne liront que dans leur spécialité. Où vraiment, ça n'est pas accessible au commun des mortels. À tout le monde, c'est ça, justement. Et ça, c'est valable aussi pour des livres en langue étrangère, je suppose. Exactement, c'est la même chose. Bon. Est-ce que la lecture à haute voix présente certaines difficultés? Pas. En général, non. En général, il n'y a pas de difficulté, à condition qu'une personne puisse présenter un débit assez régulier, pas trop monotone, qu'on ne lise pas trop vite, évidemment, c'est sûr. Mais en général, quelqu'un qui est habitué à lire peut très bien s'entraîner à lire à haute voix. C'est assez facile. Puisque vous faites de l'entraînement des bénévoles en vue de la lecture à haute voix, qu'est-ce que vous leur recommandez? Est-ce qu'il y a des choses aussi dont ils doivent tenir compte? Bon, alors vu que nous avons à lire sur tous les manuels, il y a évidemment des points délicats comme les notes en bas de page. Ben, nous avons des normes, une façon de lire ces notes de façon à ce que l'auditeur, l'aveugle, puisse s'y repérer facilement. Par exemple, on exige qu'à chaque note, le lecteur dise « note du lecteur », de telle sorte que l'aveugle sache qu'on sort du texte. Ensuite, à la fin de la note, il devra dire « fin de la note 1 », par exemple, « retour au texte », de telle sorte que l'aveugle sache qu'il rentre à nouveau dans le texte et que, afin de faire une bonne dissociation entre les deux textes. Et comment est-ce qu'on est capable de rendre évident un graphique comme celui que vous avez sous les yeux là actuellement? Bon, il s'agit d'abord, quand on y arrive, toujours dans la position la plus naturelle au volume, parce qu'on tient à ce que le volume que l'aveugle écoute, disons, là, soit le plus près possible de la réalité du volume qu'on a en main. Donc, à ce moment-là, on lui dit, note du lecteur, ici se présente un graphique au bas de la page 55. Graphique qui se décrit de telle façon, et alors on fait cette description du graphique. Et on demandera au lecteur
surtout s'il n'est pas habitué à lire, de se faire un petit texte auparavant. On aurait arrêté la lecture complètement à deux. L'équipe discute comment présenter ce graphique s'il est le moindrement compliqué. Et on écrira un tout petit texte, et ce texte-là sera lu, il correspond au graphique. Et à la fin, on fera comme pour une note, on dira fin de la description du graphique et retour au texte, et on reprend le texte. Vous parlez d'écrire un texte si le lecteur est moins habitué et de manière à éviter les hésitations. C'est ça, parce que buter, ben, c'est pas très élégant. Et bien qu'après une certaine expérience, on peut d'emblée entrer dans la description de certains graphiques ou certains tableaux assez simples. Mais en général, on tient à ce que le travail soit vraiment bien fait, donc on préfère un texte écrit.